Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Nous accueillons aujourd'hui un réalisateur engagé pour le climat. Il a co-réalisé avec Mélanie Laurent en 2015 l'excellent documentaire Demain et il revient actuellement au cinéma avec Animal, un film documentaire fort et important que l'équipe du podcast vous recommande particulièrement. Merci Cyril Dion d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Mais ça nous fait très plaisir et je vais te présenter du coup les clapeurs qui vont t'accompagner aujourd'hui. Notre première clapeuse est une productrice qui est triste parce que ado on ne lui a pas proposé de voyager à travers le monde pour se sensibiliser à l'écologie. C'est Elsa Morel. Moi on m'emmenait à Bourg-en-Bresse, tu vois, genre des trucs un peu moins petits. Notre second clapeur est un responsable marketing qui, alors qu'on préparait cette interview, a déclaré « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Nous l'avons cru brillant avant de découvrir que sur son ordinateur, il y avait écrit « Meilleure citation écologique, c'est Michael Godefroy ». Oh non, je pensais que c'était sympa au départ. Non, jamais quoi. Il a volé à Saint-Exupéry, c'est moche. C'est terrible quand même parce que Saint-Exupéry avait... C'est vrai que Saint-Exupéry était sensible aussi à la terre, ses œuvres témoignaient de ça. Mais là on va donc parler aujourd'hui de ton film Animal, Cyril, qui est actuellement au cinéma, que vous pouvez découvrir, qu'on a vu, que nous on a pu voir et qu'on a vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'est sincère de la part de toute l'équipe. Et Michael, je vais te laisser justement résumer un peu à nos auditeurs de quoi parle le film. Oui, en quelques mots, Animal, c'est un documentaire qui suit Bella et Vipulan, qui sont tout simplement deux jeunes qui sont engagés dans la lutte contre l'extinction animale. Ils vont parcourir les 4 coins du monde pour rencontrer des scientifiques, des politiques, des chercheurs ou encore des éleveurs qui donnent leur avis ou leur témoignage sur la question. Après ce voyage rempli d'émotions, Vipulan et Bella ont changé à tout jamais, car maintenant ils ont compris une chose, ils ont compris que l'humain était lié à toutes les autres espèces et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. On apprend beaucoup de choses dans ce film, justement on voyage à travers le monde. Et qu'est-ce qui t'a donné, Cyril, cette volonté de partir du prisme de regard d'adolescent pour raconter les changements, et même en soi le film parle de la 6e extinction, c'est ça la 6e Extinction de masse, ouais. Extinction de masse, c'est ça. D'où est venu ce postulat-là de prendre ce regard de jeunes qui sont en plus sensibles déjà naturellement à l'écologie? C'est venu d'abord du fait que j'ai passé pas mal de temps dans les grèves pour le climat avec des jeunes de leur âge, que j'ai pu mesurer à quel point ils avaient le sentiment que leur futur était gâché, qu'ils allaient se retrouver sur une planète qui potentiellement pourrait devenir inhabitable, où les espèces auraient disparu. Et je me suis dit, c'est pas possible d'avoir 16 ans et de se dire que le futur est foutu. Donc l'objectif, c'était de les emmener dans un voyage qui est à la fois géographique, mais qui est aussi un voyage un peu initiatique, pour leur permettre de comprendre pourquoi on en est arrivé là, leur permettre de comprendre ce qu'on peut faire pour essayer de s'en sortir, et puis plus globalement, leur permettre de retrouver un peu d'horizon, c'est-à-dire de se dire, ok, le futur pourrait ressembler à ça, et non, tout n'est pas perdu, il y a encore des choses formidables à faire, il y a des gens formidables qui ont des initiatives extraordinaires, et si on s'y mettait, peut-être qu'on pourrait construire un futur différent. Michael. Et justement, dans ton documentaire, nous suivons du coup, comme tu as dit, 2 jeunes impliqués dans le futur écologique. Comment toi, étais-tu impliqué dans cette cause à tes 16 ans ? Eh bien, je ne l'étais pas du tout. Parce que quand j'avais 16 ans, malheureusement, c'était quand même il y a un petit peu longtemps. C'était, si je calcule bien, en 1994. Et autant te dire qu'en 1994... la question écologique n'était pas tellement au centre des conversations de la société. Donc moi, j'étais plutôt intéressé par le rock'n'roll et la bière et les filles, plus que par l'écologie à l'époque. C'est pour ça aussi qu'ils m'ont vachement impressionné, tous les deux. La qualité de leur réflexion, la maturité qu'ils ont, la gravité. Je me disais, mais waouh, à 16 ans, moi, j'étais pas du tout comme ça. Elsa. Mais c'est vrai que justement, durant le film, je me suis dit, mais moi non plus, à 16 ans, j'étais pas comme ça. On sent qu'ils ont un regard et une maturité qui sont posés. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'ils soient aussi matures vis-à-vis de la question écologique comme ça, et même dans la pertinence de leurs questions vis-à-vis des intervenants ?
Je les avais un peu fréquentés avant, hein, Ouais. c'est pour ça que je les ai choisis. Donc oui, j'avais vu qu'ils avaient ça. Mais ils ont quand même trouvé le moyen de m'épater à plein de moments. Et d'épater aussi pas mal de gens qu'on a rencontrés. Je pense notamment à Philippe Descola, qui est un anthropologue exceptionnel qu'on a filmé. Alors, on n'a pas pu garder la séquence dans le film, mais son entretien est dans le livre, qui est paru chez Actes Sud. Et à la fin de notre conversation, Philippe Descola me prend à part, alors que c'est quand même un des plus grands anthropologues vivants, et il me dit « Merci de m'avoir donné l'opportunité de rencontrer Bella ». Ah ouais. Je dis ah oui d'accord. Normalement c'est un peu dans l'autre sens que ça se passe, mais je lui dirai. Mais justement, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a des séquences, notamment il y a une séquence au Parlement européen où ils partent à la rencontre, chasse. à la chasse, j'allais dire, quasiment je sais pas, c'est un député, c'est un assistant parlementaire. Un assistant parlementaire, justement sur des questions. Et du coup, ça nous fait penser un peu à Élise Lucet, finalement, Oui. mais version beaucoup plus jeune. Ah, bien qu'Élise Lucet soit pas hyper vieille, mais bon. Alors, on se comprend. Je me suis Élise, lancé dans si un- tu nous écoutes, on n'a vraiment rien dit sur On toi. a beaucoup de respect pour toi. Et donc, non, mais et on se demande, quelle est la part qui vient d'eux, quelle est la part qui vient du coup de toi qui réalise le documentaire à ce moment-là, quand il se lance à sa rencontre, poursuite. à la tentative de sa poursuite. Donc pour vous raconter un tout petit peu la scène, Bella et Vipoulin vont au Parlement européen, ils vont rencontrer une militante qui s'appelle Claire Nouvian, qui a réussi à faire interdire la pêche en eau profonde et la pêche électrique. Et ils essaient de comprendre, grâce à elle, comment on peut avoir un impact sur les lois quand on est un jeune militant, justement. Donc elle les emmène dans une commission où on est en train de parler des subventions qui vont être attribuées à la pêche. Et elle leur explique que en ce moment, les députés sont sur le point de voter des subventions pour la pêche industrielle qui vont être dramatiques pour les océans. Et elle leur fait un peu le sous-titre. C'est-à-dire que dans le film, on a fait une petite mise en scène où ils s'envoient des textos et on voit les petites bulles des textos. Et Claire leur explique ce qui est le sous-texte de ce que les députés disent vraiment pendant la session. Et à la sortie de la session, du coup, Bella et Vipoulin lui disent « Mais comment ça se fait que ça se passe comme ça ? Comment ça se fait que les Espagnols, par exemple, les députés espagnols, votent ce genre de subventions alors qu'on sait, et on a entendu même la Commission européenne dire qu'ils avaient fait plein d'études sur la question et qu'on sait l'impact que ça va avoir sur les océans. » Et elle dit parce que voilà, ils sont un peu de mèche avec l'industrie. Et donc Bella et Vipoulin, à ce moment-là, décident de poursuivre l'assistant parlementaire d'un des députés espagnols, et il le décide vraiment tout seul. Ah ouais, c'est Ah ça. oui, oui. Ah, c'est fou. Et c'est particulièrement Vipoulin que ça faisait beaucoup rire, et il a fallu l'arrêter, parce que ils le poursuivent quand même dans la salle dans laquelle il y a la commission. Après, le type s'enfuit. Et alors, ce qui est quand même fou dans cette séquence, c'est qu'il s'enfuit et qu'il n'ose même pas leur répondre, alors qu'ils ont 16 ans. Donc, on voit bien que le type en a quand même gros sur la conscience, parce que il est pris de court, et je pense qu'il sait très bien qu'il n'a rien à répondre fondamentalement à Bella et Vipoulin. Il se carapate dans les couloirs, il finit par arriver jusqu'à un ascenseur, l'ascenseur se ferme, et Vipoulin, lui, il voulait continuer. Et il voulait rentrer dans l'ascenseur. Ah bah non, on descend, on va l'attendre là où l'ascenseur s'ouvre, et je lui dis non mais je pense que ça peut continuer sans fin. Si t'as pas répondu là pendant 10 minutes, jusqu'à la chambre d'hôtel. Je crois qu'il ne te répondra pas plus tard non plus. Ah ouais, mais c'est fou toutes ces initiatives et du coup on se demande effectivement au-delà de ça dans le film quelle est la part des questions des ados et des questions que on imagine que tu les as préparées avec eux. Quelle est cette part-là ou comment as-tu travaillé avec eux aussi incroyable que ça puisse paraître quand on a vu le film, parce que la question revient souvent. 90% des questions et des interactions viennent directement de Bella et Vipoulin. C'est-à-dire qu'il y a une pertinence qui est incroyable dans ce qu'ils disent. Ce que moi j'ai fait, c'est choisir les destinations, effectivement, et leur construire le parcours d'une certaine manière. Ensuite, je leur disais dans les grandes lignes ce qu'on allait voir, pas trop non plus, parce que je voulais qu'ils soient dans une sorte de fraîcheur par rapport à toutes les situations qu'ils allaient rencontrer. Par exemple, à un moment, on va dans un élevage intensif de lapins. Je leur avais pas dit que c'était des lapins, ils n'avaient pas rencontré l'éleveur avant, et donc au moment où on les voit à la caméra ouvrir la porte, allumer la lumière, rentrer dans ce bâtiment où il y a 8000 lapins qui sont dans des cages où ils ont l'équivalent d'une feuille A4 pour vivre, on voit sur leur visage le dégoût, la colère, le malaise, et tout ça est absolument réel. Et puis, il y a eu tout le travail de voix off. Et même dans les voix off, en fait, je leur avais demandé de tenir un petit journal de bord avec leurs émotions, leurs pensées, leur cheminement intellectuel. Et on s'est servi de ce journal de bord pour construire les voix, particulièrement celle de Bella.
Et puis après, on a construit d'autres voix, donc là que moi j'ai écrites, qui sont des voix plus factuelles et qui étaient pas mal celles de Vipoulane. Elsa, oui. Moi, j'avais une question un peu plus d'ordre technique, mais tourner avec des enfants dans de la fiction, je sais qu'il y a plein de réglementations et tout, mais dans un documentaire, est-ce que c'est pareil? Enfin, est-ce que tu as eu des restrictions? Tu n'avais pas le droit de les emmener à des endroits, des fois? Ou t'as Non, pu, ils avaient plus de 16 ans, donc on pouvait les faire travailler avec nous. On avait quand même besoin d'une autorisation parentale. D'ailleurs, il y avait tout le temps un des deux parents de Bella qui était avec nous sur les tournages. Et puis, évidemment, on les a pas mis dans des situations qui pourraient les mettre en difficulté. On a aussi été voir leurs établissements scolaires, notamment Vipoulane. On a été discuter avec son lycée pour avoir l'accord de son lycée, pour expliquer qu'il allait manquer des cours. On a aussi veillé à ce qu'il travaille quand il était sur les tournages. Je pense que le fait d'interagir avec toutes ces personnes-là, les intervenants sont incroyables. Ça, déjà, c'est des cours, c'est quasiment plus de la pratique qu'une leçon, une leçon magistrale. Ah oui, c'est ce qu'on a expliqué à leurs parents, et puis c'est ce qu'on a aussi expliqué à leurs enseignants, etc., qui en avaient conscience, qu'ils allaient apprendre un nombre de trucs vraiment extraordinaires, et que pour eux, ça allait être une expérience de vie qui allait les nourrir profondément dans leur trajectoire à la fois scolaire, universitaire et puis ensuite dans leur métier. Michael. Oui, tu as décidé de parler de 2 jeunes adolescents impliqués dans le futur écologique de notre planète. Ne penses-tu pas qu'il aurait été intéressant de faire vivre cette expérience à 2 personnes indifférentes aux enjeux climatiques ? Si, ça aurait sans doute été intéressant, mais ça aurait été un autre film. Oui. Et en quoi ça aurait été différent du coup ? Là, ce que je voulais, c'était essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire de partir de là où en était cette génération climat, c'est-à-dire ces millions de jeunes qu'on a vus dans les rues, qui manifestaient, qui sont déjà très conscients de toutes ces problématiques-là, et de voir comment leur combat peut passer à l'étape supérieure. D'une certaine manière, si on avait pris 2 jeunes qui connaissent rien du tout, là, pour le coup, ça s'adressait pas du tout au même public. Et je pense que malgré tout, il y a énormément de gens qui ont conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, on le voit dans les études d'opinion qu'il y a là, même pour les élections présidentielles. La question climatique et écologique revient dans les 5 grandes priorités tout le temps. Enfin, je veux dire, ça fait 15 ans qu'on rabâche tout ce qui se passe. Donc même si on découvre tous les jours des choses, et je pense que les gens sont moins au courant, par exemple, de l'extinction de masse, on n'en est plus à découvrir. Et on n'en est plus non plus à savoir ce qu'il faut faire. On sait tous qu'il faudrait qu'on mange moins de viande, moins de poisson, qu'il faudrait qu'on prenne moins l'avion, moins la voiture, qu'on consomme moins. Enfin, on le sait tout ça déjà. Et ce que je trouve hyper intéressant justement dans ton film, c'est que je trouve que c'est une rencontre entre justement des personnes qui sont déjà sensibilisées à la cause, donc les ados qui font un pas en direction de l'autre camp, en tout cas des personnes moins sensibles, et on voit que notamment Bella, elle a quand même des propos qui sont un peu plus radicaux parfois, et qui du coup qui ne comprend pas et qui peut avoir parfois de la haine pour certaines personnes qui ne sont pas sensibles à la cause, et une rencontre de l'autre côté de personnes qui se sentaient moins concernées et qui du coup se sensibilisent en voyant le documentaire, et c'était quelque chose dont tu étais conscient, c'était dans les intentions en faisant le documentaire de créer cette rencontre, qu'aussi les enfants se radicalisent un peu moins et comprennent un peu plus le point de vue des autres, notamment des séquences avec des éleveurs qui sont incroyables, ou alors ça s'est fait sur le documentaire, tu t'es aperçu qu'ils allaient aussi faire un pas vers l'autre, vers les personnes moins sensibles. Non, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait faire un film qui montre la complexité. On voulait pas que ça soit manichéen avec les gentils et les méchants. On voulait pas non plus ériger les ados en héros qui ont tout compris et les adultes ont rien compris du tout. On voulait que ça soit un dialogue fécond entre des générations, et donc à la fois que Bella et Vipoulane soient confrontés à des situations qui les fassent évoluer. Et c'est vraiment le film, quoi. C'est-à-dire qu'entre le début et la fin, ils se transforment. Et on espère que les spectateurs vivront un peu de ce voyage et qui changeront aussi un peu en voyant le film. Et puis, effectivement, des gens qu'on a rencontrés ont été bousculés par Bella et Vipoulane. Et ont pu peut-être prendre conscience d'un certain nombre de choses qu'ils ne voyaient pas.
Bah, il y a des séquences, je le disais, donc avec 2 éleveurs, notamment un éleveur de vaches, si je dis pas de bêtises, et l'éleveur donc de lapins dont tu parlais, qui sont, je trouve, c'est des séquences hyper fortes, parce qu'on voit que c'est dans les 2 cas, ce sont on sent qu'ils aiment leur métier, et qu'en fait, il y en a un qui est pris dans un engrenage, l'éleveur de lapins, qui fait qu'en fait, il peut plus sortir de cette surproduction, et du coup qu'il est détaché même de la mort d'un des lapins. Et de l'autre côté, on a cet éleveur de vaches, on sent qu'il est hyper attaché à ses vaches, mais qu'il est obligé de les amener à l'abattoir pour en vivre. Justement, ça a ajouté un côté... je trouve que ça ajoute dans ton documentaire de la nuance et un côté qui n'est pas manichéen. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on manque un peu de cette nuance-là dans nos propos, dans le fait de dire qu'effectivement, les éleveurs ne sont pas tous des personnes qui font ça juste pour l'argent et qui s'intéressent pas au bien-être animal, et à l'inverse que... Ah bah c'est sûr qu'on manque de nuances. Alors là, vraiment, s'il y a bien un truc qui est problématique en ce moment, c'est ça. Dans tous les sens, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, là, moi, j'étais très touché de voir à une avant-première, une jeune femme qui vient me voir et qui me dit « Je suis végane et c'est la première fois que j'entends parler des éleveurs. » Et ça m'a bouleversé parce que j'ai pu, ne serait-ce que comprendre quel était leur point de vue. Même si je ne le partage pas, mais au moins comprendre un peu de l'intérieur. Bah, c'est et être touché par ça. Et je me dis, génial si on a réussi à faire ça. De l'autre côté, on voit bien aussi qu'il y a des caricatures absolument dingues sur les véganes, qu'il y a des caricatures complètement dingues sur les écolos. Enfin, moi, je me souviens, quand on a fait la Convention citoyenne, on se faisait traiter de Khmer vert, de dictateurs écologiques sur tous les plateaux des chaînes d'infos en continu. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, tout ça pour des mesures qui étaient en plus pas très radicales. C'est-à-dire qu'ils proposaient de passer à 110 km/h au lieu de 130 sur autoroute, c'est-à-dire de perdre à peu près 4 minutes sur 2 heures de trajet. Enfin, tu te dis, mais où est-ce qu'on est pour que dès qu'on a un tout petit désaccord, on devienne hystérique comme ça et qu'on commence à se traiter de tous les noms et à monter à creuser des tranchées pour entamer un conflit, quoi. Elsa. Mais justement, Aurélien parlait de la nuance. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ton documentaire et que j'aime beaucoup, c'est que tu expliques que quelque part, pour penser à l'écologie, il faut déjà être bien soi-même. Il faut qu'on n'ait pas de soucis autres. Parce que c'est vrai que l'écologie, malheureusement, aujourd'hui, elle passe un peu à côté parce que les gens, ils sont plus occupés à nourrir leur famille, penser à leur bien-être, aller au boulot et tout. Et c'est vraiment quelque chose que tu déconstruis dans ton documentaire. Et d'ailleurs, tu parles à des professeurs qui disent actuellement, on a un déclin de la santé mentale, on a un déclin de plein de choses. C'est important pour toi de mettre ça en avant, le fait que, oui, effectivement, quelque part, pour penser à l'écologie, il faut être un peu, je dirais pas privilégié, mais il faut avoir les moyens d'y penser, en fait. En fait, c'est un peu le parcours de Bella pendant le film, qui au départ en veut beaucoup aux humains, de ce qu'on fait aux animaux et de ce qu'on fait à la planète, et qui au fur et à mesure des rencontres et de ce qu'elle comprend de la situation, mesure que pour pouvoir résoudre le problème et pour pouvoir régénérer les écosystèmes, arrêter la maltraitance animale, il faut peut-être commencer par prendre soin des humains. Et qu'en prenant soin des humains, notamment des plus fragiles, en se donnant des objectifs qui sont la santé, le bien-être, le lien social, ça nous permet ensuite d'avoir des gens qui sont, comme tu disais, disponibles pour pouvoir pour prendre soin de la vie de façon plus générale. C'est un peu ce qu'on voit aussi avec cet éleveur de lapins. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ce type est un salaud. Ce qu'il fait aux lapins, c'est affreux. Mais en fait, tu te rends compte qu'il gagne 350 € par mois, qu'il est dans un engrenage où il est tellement endetté que de toute façon, il ne peut même pas changer de métier, et que c'est d'abord lui qu'il faut aider. C'est-à-dire que cette oppression qu'il y a sur les animaux, en fait, elle s'exerce aussi sur l'éleveur. Et que c'est une démarche générale qu'on a besoin d'avoir. C'est ce que dit un peu Baptiste Morisot, qui est ce philosophe qui parle à Bella et qui lui dit si tu veux défendre les êtres vivants, les humains aussi sont des êtres vivants. Donc peut-être qu'en commençant par les défendre eux et en commençant par les aimer, tu vas leur donner de l'énergie pour qu'ils défendent le vivant de façon plus vaste. À propos de ça, je crois qu'il y a Elsa, tu nous faisais une remarque hier sur un mot qui n'était pas prononcé dans... Alors oui, en fait, j'ai tendu l'oreille durant tout ton film, mais il y a un mot, on parle beaucoup de croissance, mais il y a un mot qui n'est pas dit, j'ai l'impression, tu me diras si j'ai tort, mais c'est le mot capitalisme.
Est-ce que du coup, pour toi, il est possible de conjuguer écologie et capitalisme actuellement ou pourquoi ce mot n'est pas dit dans le documentaire ? En fait, on a eu toute une conversation avec Éloi Laurent, qui est cet économiste qui enseigne à Sciences Po et à Stanford sur capitalisme et croissance. Et quand on a construit cette séquence, on a essayé de choisir entre les deux. Et ce que nous disait Éloi, c'est que oui, le capitalisme est clairement problématique par rapport à la question écologique, mais que pour lui, ça n'est pas le cœur du problème. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas capitalistes ou qui ne l'étaient pas, qui avaient autant d'impact négatif sur le monde vivant. Il pensait notamment à l'URSS, qui était un pays communiste, mais quand même productiviste et quand même extractiviste. Et il lui semble, à lui, que c'est vraiment la question de la croissance, puisque même des pays communistes cherchaient la croissance économique, qui est le cœur de la problématique. Ensuite, effectivement, le capitalisme rentre là-dedans, et c'est d'une certaine façon une espèce de sous-étage de cette recherche infinie de croissance. Mais on a essayé d'être au cœur du réacteur, et pour nous, le cœur du réacteur, c'est vraiment le mythe de la croissance. Bon, restons avec Elsa, puisqu'Elsa a une particularité, je te laisse développer. Oui, moi je suis HPI, mais pas HPI comme on l'entend, je suis haut potentiel Internet. C'est-à-dire que j'aime bien aller sur Internet et dégoter des informations dont je me servirai plus tard. Enfin voilà, c'est un peu ma vie Internet. Et donc nous sommes très ravis de t'accueillir, Cyril, pour parler de ton film Animal, film que j'ai d'ailleurs vu lundi soir. Et pour la petite anecdote, on m'avait proposé une raclette et je me suis dit, quitte à voir de la viande, autant la voir sur mon écran et pas dans mon assiette, tu vois. Donc durant le documentaire, j'avais un peu faim, mais bon, tu comprends vu que j'avais pas mangé, mais puisque j'avais pas mangé, il y a d'ailleurs une phrase qui m'a fait réagir. C'est lorsque ce fameux éleveur de lapins justifie ses méthodes d'élevage par cette phrase: il faut bien nourrir tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire nourrir tout le monde? Genre nourrir tout le monde à sa faim ou nourrir tout le monde comme moi j'avais l'intention de manger ma raclette, tu vois, c'est pas la même chose. J'ai donc fait une petite recherche sur la question de la nourriture dans le monde et je suis tombée sur des informations très intéressantes, notamment sur le site de l'association Zero Waste Belgium. Dans le monde, au moins 800 millions de personnes souffrent de malnutrition. Donc effectivement, on pourrait se dire on produit pas assez. Mais quand on continue de lire l'article, on apprend que 1/3 de la nourriture produite dans le monde part à la poubelle. Et que ce 1/3 pourrait servir à nourrir au moins 4 fois les 800 millions de personnes souffrant de malnutrition. Donc si on sait à peu près compter, ça veut dire qu'on pourrait nourrir environ 10 milliards d'êtres humains sur Terre actuellement, sachant qu'on n'est même pas encore 8, donc je sais pas, il y a 10 milliards, 8 milliards, les calculs sont pas bons, là Kevin, je sais pas, il y a un problème. Donc comme j'étais un peu énervée face à ces chiffres, j'ai décidé d'aller me relaxer sur Twitter, sauf que sur Twitter, je suis tombée... T'es sûr que c'est vraiment un endroit Non, pour se mais relaxer? je suis tombée sur l'homme que je vois plus que ma mère en ce moment, j'ai nommé Éric Zemmour. Du coup, j'ai eu une petite curiosité, j'ai eu envie de savoir quelles étaient les futures intentions d'Éric Zemmour dans l'écologie en tant que candidat à la présidentielle. Du coup, j'ai fait quelques recherches et voici ce que j'ai trouvé. Alors j'ai noté programme écologie Éric Zemmour. Ah merde, attends, j'ai rien. Ah bah non, je suis con, il a rien en fait. Ah bah oui, c'est bon. C'est pour ça. Donc moi, ça me fait toujours un peu rire ces fachos qui disent qu'ils sont contre les flux migratoires, mais qui ne font rien dans l'écologie, sachant que selon l'ONU, la plus grosse cause des flux migratoires dans le monde en 2050 sera le réchauffement climatique. C'est un peu paradoxal. Bon, mais sur Twitter, j'ai quand même vu des bonnes choses. Je suis assez contente, notamment un mec que j'adore qui s'appelle Cyril Dion. Je sais pas si tu le connais. Mais non, mais qui a dit un tweet qui dit nous ne pouvons laisser la conversation aux fachos dans cette campagne présidentielle. Avec Animal le film, nous voulons ouvrir une conversation sur ce qui paraît la priorité, défendre le vivant sous toutes ses formes et faire en sorte que cette planète reste habitable. Et ça, j'achète en fait. Bah oui, merci Elsa. Mais c'est vrai que ce qui est fou je trouve moi en ce moment, c'est qu'on s'inquiète plus dans les sujets qui sont les plus présents dans les médias, c'est effectivement plus autour de l'insécurité, de la migration, tout ça, alors qu'effectivement je sais pas, moi je trouve ça absurde que des gens s'inquiètent plus pour ça que du fait que dans 20 ans on va avoir beaucoup plus d'année en année nos conditions de vie vont se réduire à cause de ces problèmes liés à l'écologie. Et effectivement, comme le disait Elsa, les migrants climatiques, ça va en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, ce que ça va rajouter à ce problème ce problème de les personnes qui sont dans une idée de repli identitaire et du fait qu'il y ait trop d'étrangers chez eux, alors qu'en fait c'est aussi dû au réchauffement climatique. Pour toi, qu'est-ce qui explique cette absurdité, je sais? Malheureusement, c'est assez facile à expliquer et c'est pas très joli. C'est-à-dire que
En gros, les médias, aujourd'hui, ont besoin de survivre parce qu'ils vendent de moins en moins de magazines ou d'hebdomadaires papier. Ouais. Donc, ils sont de plus en plus sur le web. Et sur le web, une bonne partie d'entre eux vit grâce à la publicité. Qu'est-ce qui fait venir des annonceurs sur les sites des médias? C'est le trafic. Ouais. Et qu'est-ce qui fait du trafic sur les sites des médias? C'est souvent les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est souvent par les réseaux sociaux que tu trouves un article et qu'ensuite tu vas le consulter. Or, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont des algorithmes qui sont réglés de telle façon que pour qu'une publication soit très virale, il faut qu'elle ait beaucoup de commentaires. Ouais. C'est pas le nombre de likes qui fait la viralité. C'est même pas le nombre de partages, c'est le nombre de commentaires. C'est comme ça que l'algorithme est réglé. Quels sont les posts qui vont avoir le plus de commentaires? Les posts très polémiques. C'est-à-dire des gens qui disent des trucs qui font réagir, qui font que ça s'engueule. Donc, qu'est-ce que les médias ont tendance à faire? À parler un maximum de sujets très polémiques. Typiquement, des sujets que porterait Zemmour. Parce que c'est ceux qui font le plus de trafic. C'est ceux qui font le plus d'audience. Et donc, c'est ceux qui leur permettent d'avoir des annonceurs et de survivre. Et donc, ça finit par créer une conversation médiatique qui est une bulle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que en gros, on ne s'intéresse qu'à ça, mais si tu vas dans la rue et que tu demandes aux gens quelles sont leurs préoccupations principales, tu as 80% de chances qu'ils ne te disent pas c'est l'immigration, c'est la sécurité, c'est ce que dit M. Zemmour. Ils vont te dire l'emploi, ils vont te dire le climat, ils vont te dire de pouvoir avoir, je sais pas moi, que l'éducation, l'hôpital. Michael. Et justement, les élections présidentielles arrivent à grands pas. Quels seraient pour toi les thèmes indispensables à aborder sur l'écologie pendant les premiers et second tours? Ce dont on est en train de parler là, hein, c'est-à-dire que le changement climatique, l'effondrement des espèces, et puis les choses qui sont corollaires, c'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, pour qu'on puisse résoudre la question climatique et la question de la disparition des espèces, on a aussi besoin de résoudre les problèmes de la pauvreté, le problème de la santé, le problème de l'éducation. Donc, ce que dit Éloi Laurent dans le film, qui est on pourrait remplacer des indicateurs de croissance économique par des indicateurs de santé et des indicateurs de bien-être, ça me paraît être le sujet. Là, on voit bien que l'hôpital public est toujours énormément en souffrance, qu'avec cette pandémie, on n'arrive pas à s'en sortir parce que on n'est pas capable d'absorber en fait le nombre de malades qu'il y a à l'hôpital, qu'il y a énormément d'infirmières qui démissionnent. Et en même temps, on voit que cette pandémie, elle n'est pas étrangère au fait qu'on détruit les écosystèmes beaucoup trop vite. Et que le fait que les animaux sauvages n'aient plus d'habitat les oblige à venir nicher plus près de là où les humains habitent et multiplie le risque que ce type de virus, qui sont des zoonoses qui viennent du monde sauvage, se transmettent aux humains. Donc tout ça est extraordinairement lié. Et ça devrait être le sujet. C'est-à-dire qu'on est en plein milieu de cette pandémie depuis 2 ans. Donc on devrait se dire, mais merde, il faut qu'on revienne à la racine du truc. Donc qu'on s'occupe profondément de régénérer ces écosystèmes, d'arrêter de les détruire, qu'on s'occupe du changement climatique qui est l'autre grande crise qui est derrière nous, qui pourrait nous tomber dessus et qui pourrait avoir des conséquences encore plus graves, et qu'on s'occupe de notre système de santé pour dès maintenant faire en sorte que les crises qui sont déjà là soient les moins... fasse le moins de dégâts possible. Et justement, ton documentaire, tu l'as tourné, on voit juste avant la pandémie mondiale. Qu'est-ce que la pandémie mondiale a changé dans ton documentaire? Parce que tu l'as tourné en cours et j'imagine que quand elle a commencé pendant le confinement, elle n'était pas tout à fait finie. Comment est-ce qu'elle a impacté Animal? Ça l'a pas tant impacté que ça, c'est-à-dire que on avait fini de tourner effectivement 15 jours avant le premier confinement. On a été quand même extrêmement, je vais pas dire choqués, mais on était un peu abasourdis de réécouter l'interview d'Éloi Laurent qui nous dit ça, qui nous dit justement, quand on interroge les gens partout dans le monde, quand on leur demande ce qui est le plus important pour eux, ils disent la santé. Ça, c'était en décembre 2019. C'est fou ça. 3 mois plus tard, on est en plein confinement, on se dit effectivement, ça semble se confirmer. Et il nous dit ensuite, quand on demande aux gens partout dans le monde, dans les études sociologiques, ce qui les rend heureux, ils disent le lien social, les autres humains. Là aussi, en plein confinement, on était dans une sensibilité extrême à ça. Donc ça a plutôt renforcé le propos qu'on avait déjà.
Et puis ça nous a conduit à glisser simplement une petite voix off sur cette question de la pandémie et sur cette question de la destruction des écosystèmes qui, pour beaucoup de scientifiques, est susceptible de multiplier les risques de zoonose et donc de virus qui se propageraient chez les humains, quoi. Ouais. Et puis ça nous a conforté dans le fait que c'était très important de faire ce film, quoi, parce que la question de notre relation au monde vivant se pose là de façon très, très prégnante. Elsa, oui. Moi, il y a deux choses que j'aime beaucoup dans tes films, et je vais parler aussi de Demain. La première chose avec Demain et Animal, c'est qu'il y a un côté pour se reconnecter à la nature, il faut d'abord se reconnecter à l'humain, effectivement, comme tu l'as dit. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est le fait que tu offres des solutions dans tes films. Parce que souvent, les films, ça nous culpabilise un peu, puis on sort de là, on est là, bon, ok, je vais me coucher dans mon lit. Je vais me pendre. Alors que toi, justement, quand on ressort de là, on est là, ah ouais, il faut peut-être qu'effectivement, on peut être la solution. C'est important pour toi de donner des solutions aux spectateurs pour qu'ils aient envie d'agir ensuite ? Ce qui est important pour moi, c'est de leur donner de l'énergie et de leur donner des perspectives. C'est-à-dire que simplement écraser les gens avec tout un tas de constats dramatiques, ça me paraît contre-productif. C'est-à-dire que si, comme tu dis, tu sors d'un documentaire et tu as juste envie de te foutre par la fenêtre ou que tu te dis mais c'est tellement horrible et moi je ne peux rien faire, donc je vais m'empresser d'oublier tout ça parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse moi dans mon petit coin par rapport à un problème aussi énorme ? C'est peine perdue. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est le contraire. On a besoin de donner de l'élan aux gens, de leur donner de l'enthousiasme, de la créativité, de leur montrer qu'ils ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir sur leur vie, ils ont du pouvoir sur leur territoire, ils ont du pouvoir sur le système politique et économique dans lequel ils sont insérés, et qu'un autre monde est possible pour de vrai. Si on n'est pas capable d'imaginer ce monde, si on n'est pas capable de se le figurer, comment est-ce qu'on pourrait faire pour entraîner avec nous un mouvement et proposer aux gens de le faire ? C'est impossible. Et Michael, pour terminer, oui. Oui, dans le documentaire, vous posez la question à Éloi Laurent, un économiste. Quelle est la raison de vivre de notre espèce ? Ce à quoi il a répondu, l'amour, c'est la seule chose qui m'intéresse, aimer et être aimé. Selon toi, Cyril, quelle est la raison de vivre de notre espèce ? Moi j'ai l'impression que... Enfin, je ne sais pas si elle en a une. Si on est arrivé sur cette planète avec une raison de vivre prédéterminée. Mais en revanche, je pense qu'on peut s'en donner une. C'est-à-dire qu'on peut essayer de donner du sens à notre existence. Et que ce sens, ça pourrait être de défendre et de perpétuer la vie. Finalement, c'est ça qu'on cherche. Par exemple, quand on sauve les gens de cette pandémie, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? De protéger la vie chez les humains. Et on voit bien qu'on a besoin de protéger la vie aussi chez les non-humains, parce que la vie des humains est intimement liée à la vie des non-humains. Et que c'est ça qui est le plus précieux. On va quand même un jour mourir, malheureusement. Si vous n'étiez pas au courant, je suis désolé de vous l'annoncer ce matin. Un jour, vous allez mourir. J'espère que ce sera le plus tard possible. Et donc, ce qui est le plus important d'ici là, dans l'intervalle entre maintenant et notre mort qui est malheureusement programmée, c'est de vivre. Et c'est de vivre de la façon la plus intense, la plus utile, la plus pleine de sens possible. Et d'aider les autres à faire de même. Enfin, j'ai l'impression. C'était un très beau mot de fin. Je propose justement que maintenant qu'on tente de faire remporter des places pour Animal, c'est UGC qui nous offre 10 places à faire gagner, 2 fois 5 places. Donc vous pouvez piocher parmi les gens qui ont participé, chacun 2 personnes, et que vous tenterez, que vous représenterez dans un blind test avec des répliques cultes en VF, et dans lequel vous tenterez de faire remporter. Vous nous dites G dès que vous pensez avoir la bonne réponse, et vous pouvez dire les noms des personnes que vous avez piochées, comme ça elles sauront par qui elles sont représentées. Il y a 2 personnes qui vont gagner, du coup je précise, et moi je tirerai une dernière personne à la fin qui remportera aussi 2 places. Cyril, qui as-tu pioché ? Alors, je baille. J'ai pioché Aristote. Aristote, très bien. 4. Ah, d'accord. Et Gourmandine, 44. Très bien. Elsa. Moi j'ai Tité Cuisto et Brett. Ok. Michael. Moi j'ai Magali M66 et Jérémy Delestre. Et très bien. Voilà, vous êtes tous représentés donc par Cyril et les clapeurs. Et aujourd'hui, c'est donc un blind test spécial animaux qu'on va faire, puisque donc des films avec des animaux. Vous me dites G dès que vous avez le titre du film. Allons-y, mettons un premier extrait.
Non, ne partez pas. Non mais attendez. T'arrêtes pas, c'est un fou. J'ai quelque chose à vous dire. C'est un film d'animation, ça. Ouais. À moi. AG. Elsa. C'est le monde de Nemo. Le monde de Nemo. Exactement. À moi. Le à moi, le à moi, t'as eu bien joué. Tout à fait, le monde de Nemo. Un premier point pour Elsa. On continue avec celui-là maintenant. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Je vous remercie, professeur Malcolm. Attends, t'es trop fort, toi. Jurassic Park. Jurassic Park. Oh là là. Elsa est très en forme. Tu te déchires, toi. Ah, bah après ils ont de la vie, ils ont de Ouais, on a l'habitude l'expérience, de faire des ça blind aide. tests aussi. Bon, on va Et puis en continuer plus, avec- il faut reconnaître la VF, là. Ah oui, C'est ça, le c'est truc. ça, c'est la difficulté, c'est la VF aussi. On continue avec celui-là. Autant l'un était doux et timide, autant l'autre était audacieux et féroce. Ah, c'est genre, je crois que j'ai. Vas-y. C'est pas le truc de Jean-Jacques Hano, ça, Si. les deux lions ou un truc comme ça? Ouais, les deux frères. Les deux frères. Bon, allez. Exactement, oh, ça marche, ça marche. Allez, En allez. plus, t'avais le réalisateur, donc Bon. c'était bon. 2 points pour Elsa, 1 pour Cyril. On continue avec celui-là. Je te rappelle. Hé, Mathéo, vous voulez voir quelque chose? Madagascar, j'ai. Non, c'est pas Non. Madagascar. Ah, Daymed. Pas loin, pas loin. Bon. Geraldo repart en Palombie. Sa mission, percer le secret des payas. Mais attendez, là vous êtes... Ah, j'ai. Vas-y. Le marsupilami. Exactement, Ah, sur bien la joué. piste. Alain Chabat. D'Alain Chabat, exactement. Bah, 2 points pour Cyril, 2 points pour Elsa. Ah. Un peu de concurrence, enfin. Enfin, c'est la pire Elsa. On continue avec celui-là. Bien installé? Pas vraiment. Un petit coup de main peut-être? Oh, oui. Ah, sympa la planque. Aïe. Ah, j'étais moins serré dans mon œuf. Nous avons respecté notre accord. Demain, ce sera à votre tour. Nous avions un accord. Le vol. Ah oui, c'est ça, t'inquiète. Je vous enseignerai tout ce que je sais. Alors, où est mon plumard? On n'a jamais rien vu d'aussi scandaleux. Contraindre un officier supérieur à partager ses quartiers et avec un... Ah. Vas-y, Euh... Cyril. Ah non, c'est pas Toy Story? Non, c'est Non. un film d'animation, mais c'est pas Toy Story et c'est pas un film d'animation Disney. C'était. Sinon, j'avais Vas-y. moi chez méchant. Non plus, non. Non, 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 non. bah, je remets. Civil, un Pékin, un Yankee qui plus est, hâte de montant dans la RAF qu'on n'aurait jamais... Je te signale que tu n'es pas non plus ce dont je rêvais. Vous pouvez reconnaître les voix des acteurs. Depardieu, non, qui Eh, fait une des exactement, voix, là. Depardieu Ouais. et l'actrice qu'on entendait au tout début aussi. Et il y a Claude Pieplu aussi. Il y a, peut-être, je sais pas, moi j'ai Depardieu et Valérie Lemercier, je peux le dire, l'actrice de personnage. Il y a des indices dans les mots notamment. Il y a un champ lexical d'un animal qui peut vous aider. Alors, Pousse-toi. Ta lèvre de mon côté du lit. Votre côté, c'est mon côté. Vas-y. Chicken Run. Exactement, Ah, Chicken ouais, Run. ouais, les exactement, poules, ouais. les poules, L'œuf. les poules et coqs de Chicken Run. 1 point pour Michael et sinon 2 pour ses adversaires. On continue avec celui-là. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Ton nouveau copain. Doucement, Barney, hein, sois gentil. Ah. Vas-y. La Belle et la Bête? Non. Non, c'est pas la Belle et le Clochard, je voulais dire. Non plus, non, pas c'est pas ça, non. Ah non. C'est pas un film d'animation. Ok. Non, je remets. Ah, vas-y. J'ai Ah, je Vas-y. l'ai, mais je l'ai. E.T. Non, c'est Ah, pas je l'ai, mais je sais pas où c'est c'est. pas ça. C'était la musique qui te. Bah, je sais pas, il fait un peu chelou. Oh, c'est pas vrai. Mais oui, moi aussi ça me dit. C'est vraiment génial. Où tu l'as trouvé? Chez un brocanteur de Chinatown. Je peux le prendre, papa? C'est pas Dumbo. Non, c'est pas Dumbo, non. C'est pas. Le brocanteur de Jacques. Non, mais. Oula. Pas encore, pas encore. Non, mais c'est une. Bon, je le mets. Seulement fais attention, sois doux avec lui. Je le ferai. J'espère qu'il est propre. Hey. Qu'il est mignon. Ah, je sais. Vas-y. Les Gremlins. Gremlins. Ah, c'est un Mogwai. Eh oui, c'est ça. Dumbo. Une autre sorte d'animaux. Il y a un chien à côté, mais il y a un vrai, puis il y a un mogwai à côté. 3 pour Cyril, 2 pour Elsa, 1 pour Michael. On continue avec celui-là. Nous l'avons soumis à une thérapie génique qui permet au cerveau de créer ses propres cellules, de manière à se régénérer. Pour nous, c'est le remède contre Alzheimer.
langage des signes. Seulement quelques petites choses. César continue à faire preuve de capacités cognitives qui dépassent largement celles d'un humain. Il m'a quasiment fait peur. Juste, excusez-moi, c'est la planète des singes. À la planète des singes, les origines, Les origines, précisément, ouais. c'est la version plus moderne, que c'est pas l'original. Mais la planète Il a digé comme si toute sa vie en dépendait. Il m'a fait peur. 2 pour Elsa, 2 pour Michael, 3 pour Cyril. On approche de la fin, mais c'est pas fini. Il y a celui-là maintenant. Il est temps de te lever. Oh, Joe Balou. Vas-y. Bah, le leader de la jungle, il dit Balou. Oui, c'est ça. T'as digé avant le Balou, hein. Parce qu'il a fait oh. Et en fait, je voyais la scène, où il se réveille. C'est un devin. 3 pour Michael, 3 pour Cyril, 2 pour Elsa. On continue avec celui-là. Il fait frisquet, non? On l'a tous remarqué, chef. L'eau n'est pas votre élément, hein, n'est-ce pas? Vous êtes grotesque avec ça sur le crâne. J'ai Vas-y. Les dents de la mer. Les dents de la mer, exactement. Ouais. Alors comment Il y a 3 partout. Alors là, c'est ça. incroyable. 3 partout. Bah, on est au dernier. Hein. Oh non. Le dernier, c'est celui-là. Je suis né et j'ai grandi dans un des plus beaux endroits sur Terre. C'était une époque enchantée. Mais quand ma famille déménagea notre zoo à l'autre bout du monde, alors commença pour moi le plus grand des voyages. Vas-y. Vaiana? Non, c'est pas Vaiana, non. Il y a un aucun coq rapport dans avec les Vaiana animaux. où ils sont beaux marcher. Les dauphins. C'est pas Vaiana, non. Maman, papa, sortez! Vas-y. Ah, je vois c'est l'Arche de Noé, non? Non. L'Arche de Noé, non, Non. c'est pas ça, non. Bon, bah. La suite de l'histoire, vous allez avoir du mal à la croire. Il y a la musique là, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un film d'un réalisateur oscarisé, si je dis pas de bêtises, Angeli. Vous voyez pas? Angli. Oui, je crois que mais c'est un nom, je C'est crois. le voyage de Pi. L'Odyssée de Pi, exactement. L'Odyssée de Pi, bien joué. Bravo. Bravo, tu remportes du coup. C'est pas souvent, parce que les battre, c'est pas évident. C'est très fort, t'as 4 points, je crois. Oui, 4-3-3. Qui fais-tu remporter du coup chacun 2 places, Cyril? Alors il faut que je choisisse entre les deux, c'est ça? Ah non, tu fais remporter tous les deux. Ah non, donc c'est chacun 2 places. Aristote qui s'appelle Harry Stout 4 Ah et oui. Gourmandine 44. Ah bah très bien. Bon après vous deux, je sais pas lequel on choisit. Bah les Michael, ils viennent pas souvent. Allez, ah bah voilà. Pas souvent. La générosité Bah ouais, d'Elsa. c'est ça, c'est un faux cadeau ton Alors truc. vas-y Michael, qui t'es-tu emporté? Magali M66 et Jérémy Delestre. Mais vu que c'est égalité, en fait Elsa, vas-y, je tire personne et tu fais aussi remporter les personnes que t'as pioché. Mais j'en ai 6, il y en a 6 du coup. Ça fait 6. Ah oui, fallait que j'en tire. Bah, Me fais pas le- Bon, alors vas-y, j'en tire un, comme ça t'as pas à choisir Elsa, sinon. Pardon. Merci. Vas-y. Hop là. Eh bien, moi j'ai pioché un papier blanc. Ça, c'était original. pour la blague. Ça, c'est original. Ok, et ben j'ai pioché. Mimi Auvergne. Ah bah c'est bien, moi je suis Allez, d'Auvergne, donc c'est d'Auvergnat, en sympa. plus. Bon bah félicitations. Merci Cyril d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Ça nous a fait vraiment très plaisir et encore une fois on recommande Animal qui en ce moment est au cinéma et on enverra donc toutes ces places de cinéma grâce à UGC qui nous les a très gentiment offert. Merci à vous tous d'avoir été avec nous, à nos 2 clapeurs du jour. Merci à Lauriane qui réalise cet épisode. N'oubliez pas de liker le podcast, de le partager aussi et vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube Clapement 5. Et puis voilà, merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Merci donc, je disais à UGC qui nous a offert ces places. Et voilà, on se donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Et d'ici là, allez au cinéma.